Précédemment dans Commanderie. Pablo Longoria va construire littéralement sa vie autour du foot pendant toute son enfance et son adolescence. Voilà, quelqu'un qui était un dirigeant qui connaissait le football. À la surprise générale, Pablo Longoria est nommé directeur du football à l'Olympique de Marseille. 6 mois après son arrivée au club, le destin de Pablo Longoria bascule. Le directeur du football devient président de l'Olympique de Marseille. Une ascension fulgurante, mais entre pression, manigance et scepticisme, le jeune président est rapidement mis à l'épreuve. Dans ce contexte périlleux, l'Espagnol garde sa ligne de conduite et applique alors sa méthode. Comment s'est-il imposé? Quelle stratégie déploie-t-il à la tête du club? À quoi ressemble l'OM version Longoria? Réponse dans ce 3e épisode de Commanderie. Bienvenue dans la première saison de Commanderie. Une plongée inédite dans les coulisses de l'Olympique de Marseille. Un podcast original, La Provence. Épisode 3, la méthode Longoria. 26 février 2021, un mois à peine après la révolution des cyprès, les supporters ont gain de cause, le président Jacques-Henri Hérault est débarqué. À la surprise générale, pour le remplacer, le propriétaire américain Frank McCourt décide de nommer Pablo Longoria président du directoire de l'Olympique de Marseille. C'est le moment où l'actionnaire doit dire au peuple marseillais « J'ai compris que vous ne vouliez pas un gestionnaire, mais je vous donne un professionnel du football. » Christophe Boucher est ancien président de l'Olympique de Marseille entre 2002 et 2004. La revendication des supporters, c'est d'avoir un spécialiste du foot. Or là, on leur offre la tête d'un manager, d'un entrepreneur, d'un monsieur en ing, marketing, sponsoring, merchandising, pour leur donner l'espoir que ça va changer et qui est à la tête quelqu'un de compétent en matière d'actifs joueurs, c'est-à-dire la gestion des joueurs, le recrutement, les contrats, les achats et les ventes. Il incarne le terrain. Consultant dans les médias, recruteur, directeur technique, directeur du football et maintenant président, la carrière de Longoria franchit alors un cap. Un poste à grande responsabilité, un poste très exposé, comme l'a bien connu Christophe Boucher. Le président, c'est celui qui doit fixer la stratégie, comme dans une entreprise classique finalement, et mettre secteur par secteur, qui sont des secteurs très variés, qui doit mettre les femmes et les hommes en place pour faire fonctionner les jeunes, faire fonctionner l'équipe première, faire fonctionner le service organisation, logistique, faire fonctionner les relations extérieures qui sont prépondérantes, faire fonctionner le marketing et le sponsoring, faire fonctionner les relations avec les institutions. C'est le premier ambassadeur du club, c'est lui qui doit discuter avec le maire de la ville si besoin est, c'est lui qui doit assister au dernier rendez-vous. S'il y a un gros contrat qui se met en place, il a besoin d'être là, il a besoin de venir en appui de ses équipes, et c'est lui qui, sur les transferts, doit donner son feu vert final. Les 2 postes les plus importants à Marseille, c'est le maire de Marseille et le président de l'OM. Jean-Pierre Bernès est agent de joueur et ancien dirigeant à l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai que quand vous êtes président de l'OM, vous avez une notoriété nouvelle que si vous êtes directeur sportif. Vous avez des obligations par rapport au statut que vous avez, c'est obligé. À 34 ans, Pablo Longoria est donc le plus jeune président de l'Olympique de Marseille depuis plus d'un siècle, un âge qui détonne, étonne et suscite même l'interrogation. Trop jeune, pas assez expérimenté, l'Espagnol fait face à un certain scepticisme. C'est quelqu'un qui a été casté, qui est arrivé par un cabinet de chasseurs de tête du clan McCourt, qui a une grosse expérience dans le football malgré son jeune âge, qui a une personnalité étonnante au début pour les autres dirigeants, notamment pour Jacques-Henri Hérault. Alexandre Jacquin est chef du service des sports à la Provence. C'est quelqu'un de totalement atypique, Pablo Longoria. Chacun s'adapte. On voit pas le moment où il va être nommé président. C'est-à-dire quand il est là pendant 6 mois, on se dit il est directeur du football, mais on se dit pas il est en train de gagner l'envergure pour être président. Il a pas ça. C'était quand même un pari totalement audacieux, parce que Pablo Longoria, c'est quelqu'un qui avait aucune expérience de la direction d'un club de football comme ça. Lui, c'était un expert du scouting, un expert du recrutement, un expert des réseaux, un expert du milieu des agents. Quand on arrive, qu'on devient président de l'OM, il faut quand même une certaine stature pour régler les conflits, il faut
Il y a un aspect très politique là-dedans parce que il faut pouvoir discuter avec toutes les composantes de la ville de Marseille, tout ce qui tourne autour du club, les supporters, parce qu'il n'était pas en première ligne auparavant. Donc c'était pas évident pour lui. C'est vrai que beaucoup de gens se sont posé la question de se dire mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop jeune ? Est-ce qu'il lui aurait pas fallu quelqu'un de costaud à côté de lui à ce moment-là ? Face aux doutes sur la capacité du jeune Espagnol à présider un club comme l'OM, s'ajoute une autre ombre au tableau. Jacques-Henri Hérault, l'ancien président de l'OM, désormais recasé au conseil de surveillance, continuerait, selon certains, à diriger le club en sous-main. En fait, le conseil de surveillance valide les actions du président. Donc c'est vrai que certaines personnes, nous, dans l'entourage de Franck McCourt, nous expliquent proprement les choses et en nous disant non, il n'y aura qu'un seul président, c'est Pablo Longoria. Mais certaines autres sources nous disent aussi c'est finement joué de la part de Franck McCourt, parce qu'en fait, il le lève de Marseille, mais il le garde avec lui. Il va pouvoir contrôler les finances de l'OM, il va pouvoir contrôler la partie administrative, entre guillemets, et on met au front Pablo Longoria, jeune, plutôt clean au niveau supporter, c'est-à-dire que comme il vient d'arriver et comme il est réputé pour être un grand connaisseur du football et des transferts, ce que n'était pas du tout Jacques-Henri Hérault, au début, tout le monde nous dit c'est un attelage un peu inédit, et on nous fait presque comprendre que c'est un coup de com' joliment fait pour écarter Jacques-Henri Hérault de Marseille sans lui lever l'intégralité des pouvoirs. Soupçon de déstabilisation, de jeu d'influence, Pablo Longoria découvre avec cet épisode les coulisses du pouvoir à l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est l'histoire du club. Tous les membres du conseil de surveillance. Il y en a un, il manœuvre depuis 30 ans. Je sais pas s'il y arrivera, ça m'étonnerait. Mais il manœuvre depuis 30 ans. En tous les cas, McCourt a tranché. Il a pris un étranger, ce qui est aussi symbolique. C'est symbolique de dire, finalement, un dirigeant étranger à ce moment-là, c'est pas déconnant. Il est d'une nation de football, il a un curriculum vitae, il est jeune et il aime parler foot. Pour les supporters, c'est bien. Il a une réputation, et la réputation c'est toujours un peu un phénomène étrange, mais il a une réputation d'être travailleur. Confirmé par l'actionnaire, débarrassé des potentielles ingérences, Pablo Longoria endosse peu à peu son costume de président de l'OM. Progressivement, c'est lui qui a pris le pouvoir. C'est-à-dire là où on pensait qu'il allait avoir peut-être des difficultés à s'imposer, à avoir la stature d'un vrai président, il a pris le pouvoir au fur et à mesure, et parce qu'il a fait aussi des bons choix. L'Espagnol a désormais les pleins pouvoirs pour appliquer sa stratégie, et Longoria fait alors du Longoria. Fidèle à son passé de recruteur, il fait des transferts à tout va. C'est maintenant officiel, Azzedine Ounahi est olympien. Il s'appelle Ruslan Malinovski. Kevin Strootman. Gendouzi. Sur Chancel Bemba. Gerson qui a quitté officiellement l'Olympique de Marseille, qui revient et qui retourne à Flamengo. En 2 ans seulement, entre juin 2021 et septembre 2023, entre les arrivées, les départs et les prêts, l'OM comptabilise plus de 100 mouvements de joueurs. La patte Longoria, c'est je tente, ça marche pas, je trouve une solution pour rapidement me débarrasser du joueur. Il considère, lui, que l'institution est au-dessus de tout, que le club est au-dessus de tout, que tous les joueurs sont là pour le club et que ce n'est pas le qui est là pour les joueurs. Des choix forts, des choix rapides, l'hyperactivité de Pablo Longoria sur le marché des transferts tranche avec son prédécesseur. Avec Pablo Longoria, c'est la fin des statuts et des privilèges, le club est au-dessus de tout, quitte à déboulonner les icônes. Il n'y a absolument aucun affect, aucun sentiment, aucune prise en considération de son passé, de son attachement à la ville, de son attachement au club. Le joueur, il est là pour répondre à un projet précis d'un entraîneur sur le terrain. S'il y répond plus, il peut s'en aller, ou il faut qu'il s'en aille. Typiquement, Payet, ça marchait très bien avec Sampaoli. Il savait très bien qu'avec Tudor ça marcherait pas, Payet on oublie, c'est pas grave, même si c'est une légende de l'OM, même s'il a été exceptionnel, même si les supporters l'adorent, c'est un joueur. L'idée c'est de pouvoir remplacer un joueur par un autre. Entre 2021 et 2023, 2 entraîneurs se succèdent à l'OM, l'Argentin Jorge Sampaoli et le Croate Igor Tudor. 2 entraîneurs, 2 systèmes de jeu bien différents. Ce bouleversement explique en partie ainsi le nombre élevé de transferts à l'OM.
j'aime pas le terme pion parce que ce serait péjoratif en disant les joueurs sont des pions, on les prend, on les vend, on les remplace. Mais sur le terrain, quand ils veulent recruter, ils mettent en place, ils choisissent un entraîneur, donc ils ont choisi Sampaoli. Donc à partir du moment où ils choisissent Sampaoli, ils décident de prendre des joueurs qui sont adaptés au système de jeu de Sampaoli. Ces joueurs-là ne seront peut-être pas adaptés au système de jeu de l'entraîneur suivant et on prend Tudor. Rien à voir avec le profil de Sampaoli. Mais donc, il y a des joueurs qui étaient parfaitement adaptés au profil de Sampaoli qui le seront moins avec Tudor. Et on refait une équipe. On se dit, quel joueur, quel profil de joueur tu veux. C'est pas on veut tel joueur, c'est on veut un profil de joueur. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé le profil de joueur, on se dit, bon, est-ce que ce joueur-là, il entre dans la case ? Oui, non. Non, eh ben, il est sur le marché des transferts. Est-ce que tel joueur qu'on pourrait recruter entre dans la case ? Oui, eh ben, on va tenter de le recruter. Des transferts à tout va, des bouleversements permanents. Sous Longoria, les fenêtres de mercato sont d'une rare intensité. Mais ce n'est pas un problème pour le président Longoria. Se démener sur le marché des transferts, c'est ce qu'il aime faire. Je pense qu'il est grisé par ça, en fait. Sa patte, c'est ça. Je pense qu'il est grisé par les recrutements. Il adore les recrutements. Jacques Cardoz est directeur de la communication de l'Olympique de Marseille entre mai 2021 et février 2023. Je me souviens aussi c'était été 21, je me souviens d'un coup qui tente dans les dernières heures, et il nous sort comme ça, je vais tenter un tel. Là, on est 10 autour de lui, on est blanc, blafard, parce qu'il est, 20h, 21h, le mercato ferme à minuit, et il veut tenter absolument un coup. Et on sent qu'il jubile. Je pense que ça le rassure de pouvoir se dire qu'il a tenté le maximum pour faire au mieux en termes de recrutement. Et puis, je pense qu'il jubile dans l'idée qu'il a réussi à avoir tant de joueurs avec l'enveloppe qui lui était confiée, d'avoir réussi à avoir peut-être plus de joueurs que ce qui était possible, parce que justement, il a réussi à être plus imaginatif en termes de recrutement. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est sa patte. C'est sa patte. Hyperactif sur le marché des transferts, toujours à l'affût des bonnes affaires, Pablo Longoria doit toutefois jongler avec la réalité budgétaire de l'Olympique de Marseille. Entre 2021 et 2023, le club affiche ainsi un déficit de 31 millions d'euros. Une contrainte, mais pas une fatalité pour le président. Pablo Longoria sait trouver les solutions pour contourner les obstacles financiers. Le mot qui le correspond le mieux sur le monde des transferts et des opérations financières, c'est créatif. C'est exactement ça, c'est qu'il va imaginer des montages financiers avec des prêts avec option d'achat, des prêts avec option d'achat obligatoire, des prêts avec option d'achat quasi obligatoire, c'est-à-dire avec un nombre de matchs joués, si tu les joues pas, finalement tu repars. Et pareil pour les départs, il est imaginatif. Mais alors, comment fait-il ? Comment Pablo Longoria contourne-t-il concrètement les obstacles financiers ? Nous avons joint par téléphone Seydou Bokarsek, l'ancien agent de l'attaquant sénégalais Bamba Dieng, et il nous explique comment le président de l'OM a trouvé en 2021 la bonne formule pour valoriser le joueur à son juste niveau sans plomber les finances du club. Avec tout le respect, la première offre ou les premières offres que j'ai reçues de la direction ou du directeur technique, c'était quasi ridicule. On a commencé en juin à discuter, juillet, août, septembre, octobre, et c'est en octobre que Longoria a repris le dossier, en discutant très objectivement, très franchement, en essayant de valoriser le joueur un peu plus. Et de là, il a fait aussi jouer sa créativité dans le montage pour qu'on puisse encore couper la poire en deux. On a trouvé un équilibre. Et c'est aussi grâce à sa créativité, parce qu'on a trouvé un salaire de base qui était un peu plus bas que la norme, mais il a su compenser tout ça avec des bonus. Et on s'est dit, écoutez, s'il est performant et qu'il va chercher les bonus parce qu'il est performant sur le terrain et qu'il convainc le coach de jouer, il peut se retrouver dans une case qui est correcte et qui est en phase avec ce qui se fait dans le vestiaire. Semaine après semaine, Pablo Longoria impose ainsi ses manières de faire à la tête de l'Olympique de Marseille. Mais la stratégie sportive de Pablo Longoria ne fait pas l'unanimité. L'ancien président de l'OM, Christophe Boucher, partage ainsi son scepticisme sur l'efficacité à long terme du renouvellement permanent de l'effectif. Il tente une politique de coût qui ne fonctionne jamais.
Ça fonctionne jamais parce que une politique de coût, si ça fonctionnait, ça fait longtemps que le PSG serait 5 fois champion d'Europe. Dans le foot, personne n'a trouvé la solution. C'est ça qui est la beauté du foot. C'est que personne n'a trouvé la solution. C'est que c'est pas l'addition, la seule addition de 11 joueurs qui fait une équipe. Il se passe autre chose dans une équipe de foot. Et que les seules équipes qui réussissent, les seules équipes qui ont des vrais résultats, c'est les équipes qui ont une stabilité sportive avérée. L'OM de 93 était une équipe qui était stable. Il y avait des changements, on changeait un joueur, 2, 3. Mais c'était une équipe stable. Manchester City a mis des années parce que avec la stabilité, ils n'ont quasiment pas changé l'équipe à dose homéopathique. Donc la politique de turnover, la politique de chamboulement, la politique de coups, elle ne fonctionne pas. Ça, c'est sûr. Elle ne fonctionne pas pour un club normal. Le problème à l'OM, c'est est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce qu'on peut se dire, bon, ben voilà, il nous faut 5 ans. Mais qui est capable d'aller voir les supporters de l'OM et de leur dire il faut 5 ans ? Malgré les doutes sur la méthode Longoria, les résultats sportifs de l'équipe sur ses 2 premières saisons à la tête du club lui donnent raison. En 2022 et 2023, l'OM termine successivement 2e et 3e du championnat. Choix de Igor Tudor, surprise pour tout le monde, et qui fait jouer son équipe exactement comme les supporters en rêvent. C'est-à-dire une intensité de tous les instants, un pressing de tous les instants, et ça joue. Et bon, finalement, l'OM est 3e, mais il y a aussi une saison qui plaît aux supporters. Malheureusement, en Ligue des Champions, ça le fait moins. Il y a juste un point de rupture dans la saison, c'est cette élimination en Coupe de France contre Annecy. Vu d'où l'OM revenait, c'est déjà pas mal d'arriver à décrocher 2 podiums d'affilée. Derrière ces résultats, derrière l'hyperactivité sur le marché des transferts, en coulisses, Pablo Longoria est également l'architecte d'une nouvelle organisation à l'intérieur du club. À l'été 2022, 1 an et demi après sa prise de fonction, l'Espagnol décide alors de tout changer autour de lui et s'entoure d'une nouvelle garde rapprochée. Javier Ribalta, son ancien mentor à la Juventus Turin, Pedro Iriondo, son ami d'enfance, ou encore le directeur général adjoint Stéphane Tessier deviennent les nouveaux hommes forts du président Longoria. Mais fidèle à sa philosophie de placer l'institution OM au-dessus de tout, Longoria ne semble pas s'embarrasser des cas personnels. Exemple avec Jacques Cardoz, un temps très proche de Pablo Longoria, le directeur de la communication est petit à petit mis sur la touche à partir de l'été 2022. C'est comme si vous aviez accès à une Twingo et qu'il y a déjà 5 personnes dans la Twingo, c'est plus compliqué d'y rentrer. Avant, lorsque je suis arrivé, la première saison, il y avait une Twingo et il y avait de la place pour tout le monde. Et il conduisait le véhicule et j'étais sur le siège passager. Bon, voilà. Deuxième saison, il y a déjà du monde autour de lui. Et donc, moi, j'ai moins accès à lui. Et ça me rend malheureux. Et malheureusement, ça conduit à mon départ. Le cas de Jacques Cardoz n'est pas un cas isolé. Entre les étés 2021 et 2023, plus d'un tiers des employés du club présents à l'arrivée de Pablo Longoria sont partis. Il y a eu beaucoup de départs pendant 2 ans à l'OM. C'est comme avec l'effectif, c'est le club est au-dessus de tout. Je suis le président du club. Je décide qu'on va aller dans cette direction. Je peux comprendre que vous ne soyez pas d'accord parce que chacun a sa vision. En revanche, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez partir. Des départs parfois contraints. Au cours de notre enquête, nous avons pu échanger en off avec plusieurs anciens salariés du club qui se sont plaints de licenciements abusifs de la part de l'OM, certains n'hésitant pas à saisir les prud'hommes. On fait table rase du passé, on repart à zéro, on repart avec ma méthode, avec progressivement mes hommes. Il y a des personnes qui se retrouvent au prud'homme contre l'OM, ça peut être parfois assez violent. Pour lui, c'est on repart de zéro avec une stratégie que je vais imposer moi. L'idée, c'est qu'ils même me suivent, ceux qui sont pas contents parce qu'ils considèrent que je vais dans la mauvaise direction. Je leur en veux pas, mais la porte est ouverte. À travers ses choix, ses décisions sportives et administratives, Pablo Longoria affine et affirme ainsi son rôle en tant que président de l'Olympique de Marseille. Pour lui, la seule star, c'est l'institution OM et personne ne doit être au-dessus. Il aime bien que chacun reste à sa place. Voilà, c'est-à-dire le président, c'est lui qui décide. Les autres sont là pour appliquer la volonté et la stratégie mise en place par le président. En fait, il n'aime pas que quelqu'un prenne trop de volume et trop de... Nous, par exemple, en travaillant,
On voudrait faire des portraits, des interviews de d'autres dirigeants un peu secondaires pour les mettre en avant, mais ça lui plaît pas trop. L'idée, c'est que le dirigeant est là pour travailler pour le club, dans l'ombre, et que la star, c'est l'OM. C'est même pas les joueurs, la star, c'est l'OM. Les dirigeants sont là pour travailler avec une ligne de conduite précise à tenir, et on n'est pas là pour se mettre en avant ou pour se faire mousser. Ils considèrent que le problème de l'OM depuis des années, c'est que les gens se servent de l'OM pour briller à titre personnel. Ce qui a été le début de la cassure avec Jacques Cardoz. C'est pas qu'il brillait à titre personnel, c'est qu'il avait quand même une notoriété qui lui conférait un statut supérieur à celui d'un simple directeur de la communication qui est là pour faire appliquer la communication voulue par Pablo Longoria dans l'ombre. De président surprise en 2021 à président indiscutable en 2023, en 2 ans, Pablo Longoria aura réussi à imprimer sa patte. Mais en septembre 2023, un événement menace le leadership de l'Espagnol. Après un été mouvementé, des choix contestés et un énième changement d'entraîneur, son statut de président est mis à mal. Pour la première fois depuis le début de son mandat, Pablo Longoria menace de quitter le club. Chaque mercredi, retrouvez un épisode de Commanderie, une plongée inédite dans les coulisses de l'Olympique de Marseille. Un podcast à retrouver sur laprovence.com et sur toutes les plateformes d'écoute.